Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette deuxième soirée. C'est ça, deuxième soirée Regard croisé. Donc c'est un concept de soirée qu'on a imaginé depuis cette saison. L'objectif de ce type de soirée, de ce rendez-vous, c'est donc de pouvoir inviter des professionnels du cinéma, plutôt locaux, mais pas nécessairement, et qui surtout ont des parcours, sont dans des positions qui nous semblent intéressants, enrichissants. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir discuter un peu avec nos trois invités du soir pour mieux connaître leur parcours en tant que jeunes producteurs. Ce rendez-vous, on le co-organise avec le Pôle Pixel, qui est habituellement représenté par Pierre Triolier, mais qui a eu un empêchement pour ce soir à cause du festival Ciné au Clock au Zola. Voilà, il ne pouvait pas se dissocier, quoi. Mais c'est pas grave. En tous les cas, on a choisi les trois invités ce soir ensemble, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des ponts entre l'Aquarium Ciné Café et le Pôle Pixel, qui, chacun à leur manière, essayent un peu d'accompagner le cinéma local. Comment ça va se dérouler? Alors déjà, vous voyez qu'on parle dans des micros et qu'il y a des petites caméras derrière vous. Donc l'événement est capté. Donc il y aura une captation qui sera retransmise plus tard sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Ce qui fait que pour des raisons un peu pratiques et aussi de fluidité de la soirée, dans un premier temps, on va en parler un peu tous les quatre. Et dans un deuxième temps, on vous donnera la parole pour poser des questions, réagir, échanger, etc. Et à ce moment-là, on fera passer un petit micro sans fil parmi vous. Voilà pour les règles de base. Donc, voilà, ce soir, on s'était dit que c'était intéressant de faire venir trois représentants et représentantes de sociétés de production qu'on peut raisonnablement appeler des jeunes sociétés de production, puisque voilà, ils sont installés à Lyon, pas depuis forcément très longtemps, et donc de pouvoir discuter avec chacun de vos parcours, de vos questionnements, de là où vous en êtes de votre création de votre société. Des difficultés, des avantages, etc. Donc l'idée, c'est que ça soit très large. Je vais vous poser tout un tas de questions. N'hésitez pas si vous avez envie de vous auto-questionner ou d'auto-réagir à des choses qui ont été dites, avec plaisir. Alors, pour commencer, très simplement, je vais juste vous demander à chacun et chacune de vous présenter et de nous dire en quelques mots quelle société de production vous représentez. Je te propose de commencer. Bonsoir à tous, je suis Johan Cespedes, je représente la société Delta Rocket. Nous sommes en activité à Lyon depuis 2021. Actuellement installés au Pôle Pixel, nous produisons des documentaires pour la majeure partie de notre activité. Et nous avons comme ADN de faire des documentaires sur la pop culture. Merci beaucoup. Louise? Bonsoir, donc du coup moi je m'appelle Louise Petit, j'ai créé Butternut en 2019, donc ça fait 4 ans qu'on est actif, donc c'était à la sortie de nos études de la Cinéfabrique. Et nous on fait du court-métrage de fiction, documentaire, on fait aussi de la prod exé, du clip et un peu de podcast. Voilà. Et enfin. Bonsoir, moi c'est Adrien Liour. J'ai fondé une société qui s'appelle La Petite Ellipse, qui est tout récemment implantée à Lyon, puisque je l'ai créée il y a 2 ans avec mon associé Mathieu Dubois à Paris, et je l'ai implantée au Pôle Pixel cet été, parce que j'ai fait mes études à Lyon et que je voulais absolument implanter ma société de production à terme en région. Voilà, on produit. Notre première production est un moyen-métrage documentaire franco-marocain. On a aussi l'ambition de produire de la fiction, mais pour le moment, nous attendons toujours de finir notre premier projet de court-métrage fiction. Voilà. Très bien, merci pour ce premier petit tour d'horizon. L'idée, c'est qu'on n'aille pas tout de suite vers vos sociétés de production, mais déjà de savoir un peu comment individuellement, quel a été un peu vos parcours pour en arriver là, avec vos sociétés respectives, et commencer même par savoir si, très simplement, est-ce que c'est des choses que vous imaginiez quand vous étiez bien plus jeune? C'était quelque chose qui correspondait à des envies que vous aviez avant. Et puis après, comment ça s'est matérialisé dans vos études? Quel a été un peu le parcours qui vous a mené jusqu'à créer vos sociétés de production respectives? Je te laisse la parole. Est-ce que c'était quelque chose qui te venait de loin ou c'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça?
Alors je pense que la première fois où j'ai eu l'idée, c'était vraiment à la fin du lycée. On nous demandait un peu quelle idée vous avez pour votre carrière plus tard et qu'il fallait trouver un mot, une réponse à donner à cette question. Et que la seule chose que je savais, c'est que j'aimais bien aller au cinéma et voir des films. Et j'avais vu le mot producteur à la fin sur un générique. J'avais absolument aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais ce que j'ai fait à la fin de la terminale, c'est que j'ai appelé 2 producteurs complètement de manière hasardeuse pour savoir un peu quels étaient leurs parcours. Ils m'avaient tous les 2 répondu la même chose, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de parcours pour y arriver, qu'ils étaient tous tombés dedans un peu par hasard. Voilà, il y en a un qui m'a dit autour de moi, il y en a plein qui ont fait des écoles de commerce ou Sciences Po. Donc j'ai fait une école de commerce. Voilà, et ensuite vraiment tout mon parcours, j'ai profité de mon école de commerce pour faire tout de suite un premier stage en production au Maroc, ensuite à Paris. J'ai très vite eu l'envie à terme de fonder ma société de production. Je ne pensais pas le faire si jeune. Voilà, avant ça, j'ai voulu découvrir un maximum de la chaîne de l'industrie. J'ai fait de la vente internationale, j'ai travaillé à Universiné en VOD. Puis je suis revenu petit à petit à la prod, d'abord assistant de prod et chargé de prod dans des sociétés qui font du long métrage. Et puis voilà, est arrivé ensuite le Covid, tout a un peu explosé en vol et j'ai créé la petite ellipse en 2020. Et du coup, le conseil préalable du producteur quand tu avais 19 ans, à savoir de faire une école de commerce, ça t'a paru être plutôt judicieux comme Alors moi, comme ça me correspondait bien, tout simplement parce que... c'est tout bête, mais moi j'aimais bien l'école. Je savais qu'une prépa, par exemple, ça allait être quelque chose qui allait bien fonctionner pour moi et que j'allais pouvoir avoir une bonne école derrière, ça allait m'ouvrir des portes. Donc pour moi, c'était la bonne stratégie. Surtout que derrière, vraiment, du coup, j'ai fait le M Lyon. J'ai été amené à faire énormément de stages et c'est par l'expérience en fait que j'ai réussi à me construire derrière, avoir mes premiers postes, et découvrir véritablement ce que signifiait être producteur et si ça allait me plaire et si j'avais envie de continuer là-dedans. Du coup, ça veut dire que le long de ton cursus en école de commerce, tu as quand même été à chaque fois focalisé production. C'est vraiment quelque chose qui a réussi à rester comme ça tout le long. Ouais, toujours. Okay. Je suis quelqu'un d'assez têtu. Quand j'ai une idée, ça... Et du coup, maintenant, tu arrives un peu à mieux savoir, parce qu'au début, tu dis, il y a ce mot qui me fait un peu rêver, mais je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, et puis petit à petit, tu le découvres. Est-ce que tu arrives à mieux savoir maintenant pourquoi c'était un truc qui t'intéressait, un poste comme ça dans le... Ah ouais, carrément. Surtout après avoir travaillé donc, en VOD ou en vente internationale, donc très en bout de chaîne. Moi, ce qui m'a attiré tout de suite dans la production, c'est d'être... présent de A à Z sur la création d'un film, d'accompagner un cinéaste ou une cinéaste de l'écriture jusqu'au moment du tournage, de la post-production, derrière même être impliqué sur l'exploitation, véritablement de donner vie à un projet, de donner vie à une idée de film, quoi. D'être là, présent de A à Z. Okay. Et enfin, juste pour finir sur ton parcours, donc tu dis que tu as été en VOD, en vente internationale. Des fois, ça peut être un peu barbare pour des gens qui ne connaîtraient pas trop. Est-ce que tu pourrais un peu juste nous décrire en quoi ça consistait? Ouais. En vente internationale, j'étais chez Doc & Film International. Le but d'un vendeur international, en gros, c'est de vendre les droits d'un film à des distributeurs étrangers pour que ce film puisse vivre à l'étranger, très concrètement. Chez Universiné, j'avais un peu le même rôle, mais la VOD est très particulière parce que déjà, c'est pas les mêmes tarifs de vente, donc généralement, on agrègue là, je commence à rentrer vraiment dans des détails, je sais pas si c'est le moment. Vas-y. Bref, en gros, on travaillait directement avec des plateformes de type Netflix, Amazon, iTunes, et on vendait des packages de films, donc des droits VOD et SVOD de films. C'est encore plus spécifique que la vente internationale qui était sur du tout droit, donc de l'exploitation en salle de cinéma, des chaînes de télé, aussi de la VOD. Là, Université, c'était que de la VOD, donc c'était très très spécifique. Voilà. Ok. Et du coup, tu en as eu marre, c'est ça? C'est pour ça que tu es parti vers la prod? Surtout, j'avais une frustration de travailler les films, mais sur un temps très court. Par exemple, en VOD, si un film ne fonctionne pas, concrètement, au bout de 2 semaines, Apple va nous dire c'est mort. Il sera en fond de catalogue
on va plus jamais le mettre en avant. Je travaillais des films parfois sans les avoir vus parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais un catalogue de 50 films par mois qui arrivaient constamment. Donc c'était impossible quoi, de pouvoir vraiment bien travailler les films, et ça pour moi c'était quelque chose qui était pas possible, qui était très frustrant. Voilà. Ok. Du coup, Louise, toi, ça vient d'où cette envie de faire de la prod, et quel a été à peu près ton parcours? Alors en fait, moi j'ai fait un lycée cinéma. J'ai été en spécialisé cinéma, donc j'ai clairement eu mon bac grâce à ça. Et en fait, c'est après, post-bac, je voulais forcément faire une école de cinéma, sauf que j'avais pas les moyens de me payer une école payante, et encore moins de monter à Paris. Et donc du coup, je me suis retrouvée à la fac de Grenoble, où j'ai fait 2 ans, et ça m'a pas du tout plu. C'était assez particulier. Et en fait, en parallèle de mes études, je bossais dans un cinéma d'arrêt d'essai. Et je me suis plus éclatée en 2 ans dans mon cinéma d'arrêt d'essai, où ils organisaient des projections en faisant venir, pas forcément les acteurs et les réalisateurs, mais ils faisaient venir des producteurs, ils venaient venir des techniciens, etc. Et donc du coup, c'est un peu... je savais déjà ce qu'était le métier de producteur. Je savais que je voulais bosser dans un métier dans le cinéma plus autour de l'organisation. J'étais un peu vers l'assistanat réal aussi. Le fait de bosser au cinéma, je me suis dit pourquoi pas la distrib. Et donc du coup j'étais un peu là-dedans. Et en fait, quand mon professeur de cinéma du lycée a appris que j'arrêtais mes études, il m'a dit non, regarde, à Lyon il y a une nouvelle école de ciné qui ouvre. C'était la Cinéfabrique. Il m'a dit tente là, ça te coûte rien. Et en fait, du coup j'ai été prise, et j'ai fait partie de la première promotion. On a essuyé beaucoup de pots cassés, mais ça a été une très très belle expérience, où en fait, du coup, en sortant de l'école, du coup, j'ai fait le parcours production, et en sortant de l'école, on était les premiers, et en fait, tout le monde nous regardait un peu en mode c'est vous qui allez nous faire vivre, quand est-ce que vous fondez la boîte et tout. Et donc du coup, on s'est mis à 2 pour fonder la société. Et c'est vrai qu'à la base, c'était faire les projets des copains, faire les premiers projets qui nous arrivaient aussi, et puis faire les premières heures d'intermittence de nos copains. Donc c'est un peu parti comme ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui faisait que tu t'as senti assez vite que tu n'avais pas envie forcément d'être... Enfin, que tu avais été plutôt dans des envies d'accompagnement? Tu me parlais de distribution, de production et tout ça. Qu'est-ce qui explique en fait que tu aies plutôt envie d'être là, plutôt que, je sais pas moi, réalisatrice ou technicienne ou, Alors, moi, je suis forte pour accompagner les idées, pas pour les réaliser. Ok. Je suis forte pour conseiller, je suis forte... c'est un peu mon caractère aussi, mais non, moi, il y avait justement un truc, comme disait Adrien, un truc de suivre le projet de A à Z qui me plaît énormément. C'est de l'étincelle, la première idée, à la fin, où en fait, le moment où on dit, allez, il a une belle vie. Voilà, c'est vraiment suivre un projet de A à Z. Et puis aussi, ça, c'est ce que j'ai vraiment appris aussi au courant de mes études, mais c'est ce binôme réalisateur-producteur qui est une relation assez incroyable. Et donc du coup, non, c'était vraiment ce truc d'accompagnement qui me plaisait. Et puis après, j'ai fait des boulots plus administratifs en tant que technicienne sur les tournages, en régie, en dire de prod, en assistanat réal aussi. Et en fait, le plateau, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Okay. Donc voilà. Ouais. Et du coup, tu dis que... J'ai cru comprendre que là, tu disais qu'aussi dans le cursus, donc à la Cinéfabrique, tu as déjà éprouvé, j'imagine à travers des exercices ou des trucs comme ça, des premières relations prod réal, c'est ça? Et du coup, la Cinéfabrique, tu penses qu'elle t'a apporté, que ça a été un chouette cursus pour se lancer là-dedans? Tu as appris plein de trucs? Ou tu t'es retrouvé en lançant la boîte quand même avec beaucoup de choses à apprendre? Ah oui. Ouais. Non, mais j'apprends tous les jours. Et puis même, je pense qu'on peut demander à n'importe quel producteur, même qui ont 30 ans de métier, je pense qu'ils apprennent tous les jours. C'est aussi la beauté de ce métier-là, c'est que c'est changeant constamment. Enfin, on sera jamais le meilleur producteur du monde. Et non, c'est vrai que je pense que la Cinéfabrique m'a appris à être technicienne.
m'a appris à accompagner, pas forcément à déposer des dossiers, parce que la première fois que j'ai déposé un dossier de ma vie, c'était en sortant de l'école, quand ma société a été créée. Non, après, par contre, on n'a pas du tout, et c'est pour ça que peut-être je regrette, par exemple, de ne pas avoir fait une école de commerce, c'est qu'on ne m'a jamais appris à gérer une société. Ah oui, tu veux dire dans les aspects très administratifs. Dans le métier administratif de chose que gestion toi, tu avais d'une appris société. assez précisément, du coup J'avais pris le parcours entrepreneuriat, mais Ok. on apprend quand même beaucoup sur le terrain. Je te Non, mais rassure. je pense qu'on apprend Ouais. toujours sur le tas. Mais c'est vrai que gérer une société, moi, genre, la TVA, les impôts, payer les impôts, enfin, gérer une société, je ne savais pas ce que c'était. Et maintenant, oui, après, j'apprends en même temps. Ouais. Mais par contre, non, ça a été la Cinéfabrique, c'était plus sur le côté artistique, le côté accompagnement. Parce que, par exemple, pour les films de fin d'études, en fait, on savait dès le début de la 2e année qui allait réaliser des films de fin d'études. Et donc, du coup, on avait 1 an et demi, à peu près, d'accompagnement où, en fait, on savait, on avait déjà des binômes réal-producteurs qui étaient créés. Et donc, du coup, on avait 1 an et demi de développement avec l'auteur, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'intéresse tant dans cette relation producteur-réalisateur ? Moi, en fait, il y a une image que j'aime beaucoup et que je sors souvent, c'est que pour moi, le réalisateur, réalisateur scénariste, hein, parce que je parle vraiment dans le cas où le réalisateur est le scénariste. En fait, c'était vraiment ce truc de le réalisateur, il a tout le temps la tête dans les étoiles, il a envie, monts et merveilles, il veut vraiment son meilleur film, et en fait, le producteur, il est là pour le remettre un peu sur terre. Et c'est vraiment, moi j'imagine tout le temps que je me balade avec des ballons et en fait c'est mes petits réals qui me suivent un peu partout. Et non, j'adore c'est vraiment un truc c'est d'accompagnement, de social, même si je pense que j'ai pas toutes les clés en tant que technicité de scénario. J'ai mon avis sur ce qui peut marcher aussi en ce moment sur le marché, entre guillemets. Et après, en termes de technicité, s'il faut refaire des dialogues, etc., là, je fais appel à des gens. Là, je fais appel à des scripts d'auteurs ou des co-scénaristes. Mais moi, c'est mon accompagnement. C'est faire des échanges, construire le projet ensemble. Voilà, qui m'a plu. Ok. Et du coup, donc, tu t'es retrouvé à créer cette société avec un autre étudiant de la Cinéfabrique. Avec Bruno, ouais. Ouais, c'est ça. Et C'est du ça. coup, ça s'est lancé dans la foulée directe, quoi. Ça s'est lancé dans la foulée directe parce que la société avait 1 mois. On a fait une copro avec une boîte de cours qui était déjà bien installée à Paris. Donc, d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passait. On a fait une copro directe. 2 mois plus tard, on crée notre projet Écran Rouge, qui est un partenariat avec le Théâtre des Célestins et qui a un tremplin où en fait c'est une plateforme qui est en ligne et ça permet à des jeunes auteurs-autrices de s'emparer de la programmation des Célestins et de réaliser des très courts métrages. C'est vraiment un tremplin, c'est un labo. Et donc du coup, 3 mois après, on crée ça. Et en fait, ça s'est vraiment enchaîné. Après, Covid, là où ça s'est plus enchaîné, ça s'est stoppé. On a survécu au Covid, alors qu'on n'avait même pas 1 an. On avait même moins d'1 an. Et ça a été assez costaud. Et après, beaucoup de clips, beaucoup de pubs en prod exé. Et là, du coup, aujourd'hui, finalement, au bout de 4 ans, c'est la première fois que je finance mon premier vrai court-métrage financé dans les règles de l'art. Ok. De toute façon, après, on reviendra effectivement sur toute la vie de la société en tant que telle. Et du coup, pour finir ce premier petit tour de table, du coup, Johan, un peu même question. D'où venait cette envie d'être producteur et comment ça s'est dessiné dans ton parcours ? Alors moi, je viens d'un parcours très classique de technicien. C'est-à-dire, j'ai fait après mes études de cinéma qui se sont terminées en 2013, et j'ai rodé un peu les plateaux, un petit peu à tous les postes, et je me suis stabilisé en tant qu'auxiliaire de régie, voilà, sur du long métrage, des séries, des choses comme ça. Ensuite, par sérendipité, j'ai monté les échelons, je suis devenu régisseur adjoint, puis régisseur général, puis directeur de production.
Et ça nous emmène à la crise Covid. Et à la crise Covid, donc voilà, hein, pour moi j'étais dans vraiment le parcours classique, long métrage, publicité, série, ce qui fait vivre la majeure partie des techniciens français. Et j'étais à Paris aussi. Et pendant le Covid, donc, je me suis dit que faire de ces 6 mois qui sont devant moi. Et avec mon compte Avdas, j'ai fait une formation sur le documentaire. Parce qu'en fait, j'étais un petit peu souvent limite du burn-out, parce que sur des séries télé ou des choses comme ça, on arrive très vite à des équipes qui dépassent les 100 personnes. Et voilà, et j'avais envie de revenir vers quelque chose de plus simple, plus indépendant. Et le documentaire me paraissait une option qui, à l'époque, était la bonne. C'est-à-dire des petites équipes où tout de suite on travaille avec le réalisateur, la réalisatrice, les techniciens, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2, la monteuse ou le monteur, et revenir vers quelque chose qui me semblait plus humain, plus familial que des grosses machines. Donc j'ai fait cette formation. Sur cette formation, c'était donc le dossier documentaire et réaliser un documentaire. C'était 2 formations. Et à la sortie de ça, je me suis retrouvé avec un dossier documentaire, d'un documentaire que j'avais écrit. Et comme j'étais jeune et vert dans le documentaire, les productrices qui ont voulu s'associer à moi m'ont fait rencontrer un réalisateur qui, lui, était chevronné. C'était un film sur la pop culture. Et donc, on m'a présenté un réalisateur qui, dans la pop culture, avait vraiment roulé sa bosse. Je l'ai rencontré. Il se trouve qu'il était lyonnais. Et que moi, j'étais parisien. Donc, je suis venu le voir. On s'est bien entendu. Mais le film, aujourd'hui en tout cas, n'est pas encore fait. Sorti du Covid, j'ai pas voulu retourner à mes anciennes productions énormes. Enfin, du moins, j'ai voulu lever le pied. Et il s'est trouvé que le réalisateur en avait marre de dépendre de producteurs et productrices qui l'écoutaient à moitié et qui bah voilà, il n'était plus sur la même longueur d'onde avec les gens avec lesquels il travaillait auparavant. Donc, on a décidé ensemble. Lui, il a décidé de fonder sa boîte et moi, j'ai décidé de l'aider. La boîte, c'était donc Delta Rocket. Elle s'est fondée en septembre 2021. Et c'était aussi, pour moi, la sortie du Covid. Ça, on va en reparler sur la localisation des productions, qui est un grand sujet. L'occasion pour moi de déménager à Lyon. Parce que quand j'ai démarré ma carrière, et même avant, quand j'ai démarré mes études, il me semblait quasiment impossible de faire des gros projets à Lyon. C'est-à-dire que si je voulais gravir les échelons, pour moi, ça passait par Paris. Ou alors, peut-être que ça existait, mais du moins à l'époque, je n'en avais ni le carnet d'adresse, ni le sentiment. Donc je suis monté à Paris, voilà, et au Covid, les choses avaient pour moi changé, et j'ai pensé qu'à Lyon, avec la décentralisation qu'a provoqué toute cette épidémie, et le fait que les gens travaillent énormément en télétravail, je me suis dit c'est le moment. De toute façon, t'es à jamais qu'à 2 heures de train de Paris, au cas où, dans la journée, tu y es. Et je m'y suis installé, et ça n'a pas été facile la première année, ni peut-être même la deuxième. Mais je peux vous dire aujourd'hui que la question de d'où tu viens, où est ta société de production, aujourd'hui, elle ne se pose quasiment plus. De toute manière, sauf si on nous le demande, on ne l'évoque pas. Et je peux vous dire que de toute manière, quand je travaillais à Paris, c'était la même. Hein. C'était des visios, alors qu'on était à un arrondissement d'écart. Donc ça change très peu de choses. Et sur cette société, donc notre ADN très vite ça a été de faire des documentaires pop culture. On avait une ouverture
parce que le réalisateur connaissait très bien le Japon pour y être allé une vingtaine de fois. Et on a ouvert une brèche sur des documentaires en lien avec la pop culture japonaise. Ça n'avait jamais été fait auparavant, nulle part dans le monde. Les Japonais sont très frileux sur les négociations. Et ils sont très frileux sur le fait que des étrangers au Japon puissent faire des documentaires sur leur culture. Donc personne n'avait pris le risque avant. Nous, c'est un risque qu'on a décidé de prendre, parce qu'il fallait bien s'imposer en créant son marché. Et voilà, ça a fait un beau succès sur le premier documentaire. Le deuxième documentaire, c'est plus compliqué, parce que les Japonais, entre-temps, ils ont vu qu'il y avait de l'argent à en tirer. Donc les négociations sont interminables avec eux. Mais en attendant, on a continué en faisant des documentaires sur la pop culture de manière générale. On est très fan du cinéma, pas que américain, français, les comics, la BD, les mangas. On ne s'impose aucune limite. Et aujourd'hui, on fait des documentaires sur plein d'autres styles de pop culture, pas que le japonais, même si on est marqué très film sur la pop culture japonaise. Pour en revenir à ce qui m'a amené à la production, je ne me voyais pas producteur à la base. Tout comme je ne me voyais pas directeur de production avant qu'on me passe le rôle. Et je ne me voyais pas régisseur général avant qu'on me propose de le faire. C'est les hasards du chaos de la vie qui vous amènent à faire ce genre de choses. Parce que quand on est sur un plateau et qu'on voit, par exemple, le régisseur général qui a un ulcère, qui travaille de 5h à 1h tous les matins, tous les jours, et qu'en peut plus, personne n'a envie d'être vraiment à sa place, quoi. Donc c'est les hasards des choses et des possibilités qui vous emmènent à ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis senti les épaules d'assurer la direction de production. J'en ai fait un peu. Et puis quand la production s'est amenée à moi, je pensais jamais être producteur quand j'ai commencé. Et me voilà devant vous. Et finalement, qu'est-ce qui te plaît du coup dans ce rôle ? Ce qui me plaît, c'est apporter le contrepoint à la vision artistique. Moi, j'ai une passion absolue pour les techniciens et la technique. Et c'est quelque chose dont les auteurs peuvent être parfois dénués. Donc je trouve que j'apporte l'équilibre dans ce sens. Moi, je peux écouter parler un chef opérateur de bokeh, de vieux objectifs ingénieux, de trucs comme ça. Moi, ça me passionne. Et je sais combien ça coûte aussi. Et c'est aussi ça, en fait, et c'est ça aussi qui fait dire que voilà, je suis utile au film parce que j'ai ce regard technique et logistique sur la chose aussi. Ça me vient de mon passé de régisseur. Je sais bien ce que ça peut engendrer un tournage. Et quand je lis un scénario, moi, je vois tout de suite ce que ça va déclencher en termes de moyens humains, financiers et logistiques. Et là-dessus, la production, c'est un peu le stade ultime. Donc, c'est quelque chose qui m'a attiré dans la production. Et puis, c'est aussi le fait de faire naître des projets qu'on ne voyait pas auparavant à la télé ou au cinéma. Pour notre part, on fait des projets télé, on ne fait pas de projets cinéma, mais c'est tout comme. J'ai eu beaucoup maille à partir avec des décideurs qui n'imaginaient pas que tel film et tel projet pouvait être possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on emmagasine en soi. Et puis, quand c'est à notre tour de chercher des financements, on essaye de se battre pour que des
des réalisateurs et des réalisatrices qui avaient la même vision que nous puissent faire ces projets que nous pensions impossibles auparavant. Voilà. Ok, super. Du coup, là, tu commençais effectivement à parler de ta société, de cette ligne éditoriale que vous avez trouvée effectivement autour de la pop culture, de cet ancrage à Lyon qui est venu un peu par les hasards. Et du coup, toi aussi, Adrien, tu viens de Paris, enfin, tes derniers postes, c'était à Paris. Et du coup, cette question de l'ancrage à Lyon, tu disais aussi que c'était pas facile au début, les premières années, deuxième année. Comment, voilà, d'où ça vient au-delà du Covid. Enfin voilà, est-ce qu'il y avait aussi une envie d'aller en dehors de Paris et pourquoi? Comment ça s'est déroulé? Voilà, quel est ton rapport du coup à cette installation en dehors de Paris à Lyon, quoi? Alors, bon, la première raison a été personnelle, c'est juste que je suis très attaché à cette ville parce que c'est là que j'y ai fait mes études et j'avais absolument envie d'y retourner. Et pour ce qui est de mon rapport à la production en région, c'est vrai que c'était presque, enfin, pour moi, c'est presque un choix politique en fait, d'une certaine manière. À Paris, j'avais pas forcément l'impression que j'allais apporter quelque chose. Le secteur est saturé. Il y a des milliers de jeunes comme moi qui ont des boîtes, qui se lancent dans le court-métrage fiction, qui ont des projets à droite à gauche. J'avais pas envie de participer à ça. Moi, j'avais un peu le même sentiment en fait quand j'ai commencé à travailler, que c'était impossible de faire du ciné à Lyon, que par exemple trouver un travail à Lyon dans le ciné, c'était impossible. J'ai même jamais essayé. Je suis tout de suite allé à Paris par réflexe. Mais Moi, je venais de la région Rhône-Alpes. ouais. En me disant que c'était impossible en Rhône-Alpes, je venais de Rhône-Alpes. J'ai grandi en Rhône-Alpes. Moi, je viens de Strasbourg. Je me suis même pas dit que c'était possible à Strasbourg parce que je parle pas suffisamment bien allemand pour travailler chez Arte. J'ai essayé, j'ai passé l'entretien en allemand, c'était catastrophique. Mais avec les quelques années d'expérience que j'ai accumulées à Paris, au fur et à mesure, je me suis vraiment posé la question de pourquoi. Parce que par exemple, Lyon, on est tellement bien placé, on a tous les décors possibles et inimaginables dans la région pour tourner des films. On a une région qui, a priori, a quand même certains moyens. Il y a beaucoup de choses à développer. Et donc, j'ai aussi eu l'envie de m'installer là parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à construire. Et que ici, je peux avoir ma part à jouer, en fait, d'une certaine manière. Peut-être que je me trompe totalement, mais c'est ce qui m'a poussé, voilà, à m'installer ici. Et c'est tout bête, mais par exemple, juste le fait que en arrivant, je sois accueilli au Pôle Pixel, qu'il y ait des espaces pour des jeunes sociétés où on puisse avoir des bureaux dans un cowork pour des tarifs qui sont quand même imbattables. Bah, rien que ça, c'est une toute petite chose, mais ça m'a conforté dans mon idée initiale. Et donc là, ça fait 6 mois que je suis arrivé à Lyon. Et depuis que j'ai créé La Petite Ellipse, j'ai rarement eu une dynamique aussi positive quoi, sur La Petite Ellipse. J'ai l'impression que ça avance, j'ai l'impression que ça va avancer dans le bon sens et j'ai rarement eu autant envie de me donner pour mes projets, quoi. Enfin, Alors du coup, donc la société, vous l'avez créée, tu disais que tu l'avais créée avec le réalisateur, c'est ça? Toi, vous l'avez créée à 2, puis à 3. Enfin, la troisième est arrivée aujourd'hui, tu me disais. C'est officiel aujourd'hui. Officiellement aujourd'hui. Mais du coup, il y avait un désir commun des deux pour creuser cette question de Lyon? Alors non. Enfin, comment ça s'est fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est rigolo, on a tous parlé de la crise du Covid, quoi. Pour tous, ça a eu un rôle à jouer. Moi, j'étais assistant de prod dans une société qui s'appelait Eternam Film, où j'avais un poste un peu couteau suisse, comme on peut les avoir dans des sociétés de production cinématographique. J'étais assistant de prod, producteur junior. Donc, je commençais à développer des projets à mon nom dans la société. Dont un projet de documentaire franco-marocain qui s'appelle Elmnat, d'un réalisateur qui s'appelle Karim Apet. Sauf que voilà, le Covid est arrivé, on m'a dit que mon contrat allait bientôt se terminer parce que c'était plus possible. J'ai dit d'accord, mais par contre je pars avec mon projet. À ce moment-là, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. J'ai juste dit au réalisateur, est-ce que tu me suis si je monte une boîte ou pas? Il m'a dit OK, et donc j'ai passé un été à essayer de réfléchir un peu à comment j'allais pouvoir m'en sortir.
vraiment à nouveau, j'ai toujours eu cette idée de moi monter ma boîte de prod, c'était un peu mon rêve depuis toujours. Je pensais pas le faire à cet âge-là, je pensais faire ça bien plus tard. Et aussi, je voulais pas faire ça tout seul. Parce que moi, une de mes premières expériences qui, je pense, a été majeure, c'est un stage chez Agathe Film et compagnie, qui est vraiment une société où il y a 9 producteurs associés. Et, et moi, c'est un modèle qui me parle. Comme la production, c'est travailler dans une industrie qui est hyper incertaine. Je trouve que c'est hyper important de s'associer, qu'il y ait plusieurs projets en même temps de différents profils pour que toujours on puisse un peu se retomber sur ses pattes. Parce qu'en gros, des échecs, on va en essuyer, mais tous les jours. Et il va y avoir des trous d'air. Et c'est bien d'être bien accompagné, quoi. De ne pas être tout seul dans la galère. Et donc j'ai proposé à un ancien collègue de chez Doc Film, qui était l'administrateur financier de la société. Je lui ai présenté le projet de documentaire, qui était le premier projet. Je lui ai présenté, moi, ma vision des choses sur la prod, sachant que lui, il avait travaillé qu'en vente internationale, etc. Mais a priori, je l'ai convaincu, puisqu'il m'a dit qu'il était partant pour me suivre, mais voilà, lui, il n'est pas à temps plein. On n'en est pas au même stade de nos vies. Lui, il est papa de 2 jeunes enfants. Il a un emprunt à payer, donc il continue à travailler à côté en administrateur dans une société de vente internationale. Il reste à Paris, parce que pareil, je lui ai dit tout de suite que moi, j'avais l'intention de partir de Paris dès que c'était possible. Mais on s'est dit que c'était pas un problème, même que c'était malin, parce que voilà, on suit des cinéastes qui sont à Paris, comme à Lyon, comme à Strasbourg, comme n'importe où, mais voilà, ça fait un ancrage parisien d'une certaine manière. Là, la personne qui nous a rejoint, qui est Suzanne Nodal, travaillait aussi en vente internationale et va s'occuper des coproductions internationales pour nous. En fait, voilà, elle continue à être en vente internationale, elle est dans plein de marchés et elle rencontre plein de porteurs et de porteuses de projets qui recherchent une coproduction en France, parce qu'on est quand même un pays très bien loti pour ce qui est de la production audiovisuelle et cinématographique. Donc voilà, elle nous rejoint pour que nous, on puisse... Du coup, tous les deux, vous êtes installés au Pôle Pixel. Oui. Tu disais que c'était un peu l'une des petites étincelles qui t'avait confirmé ta volonté de venir ici, enfin de revenir ici. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire concrètement en quoi ça consiste pour vous d'être au Pôle Pixel au-delà du coup du cowork à bas prix, c'est ça, si j'ai bien compris? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous permettent de vous développer Surtout l'aspect coworking qui fait qu'on est dans des espaces qui sont ouverts, on rencontre plein de monde, il y a des événements qui sont organisés tous les mois pour savoir ce que les autres font, s'il y a des associations possibles. Enfin voilà, moi ça fait à peine 5 mois que je suis là et je trouve ça génial. Toi, t'as plus d'expérience. En fait, ce que je trouve le plus intéressant dans le pôle Pixel, et pas que l'espace de coworking, c'est l'émulation qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire, plutôt que de prendre un bureau n'importe où dans Lyon, nous sommes dans des bureaux où tous les gens autour de nous travaillent dans la même structure. Ça fait... dans la même filière, quoi. La même filière, pardon. Donc ça fait des gens qui se soutiennent, qui s'entraident, et puis aussi ça motive à aller donner tous les matins, parce que les gens ils font la même chose que vous. On se sent pas seul. Et puis c'est quelque chose. Il y a plein de sociétés où il y a une personne. C'est des auto-entrepreneurs et tout ça. Personnellement, si j'étais auto-entrepreneur ou auteur-autrice indépendant, je ne me sentirais pas d'être tous les jours chez moi, tout seul. C'est du soutien. C'est du soutien, en fait, pour les jours de défaite. Et puis, c'est pour en parler les jours de victoire aussi. Très bien. Du coup, toi aussi, Louise, la boîte, elle s'est quand même créée dans un écosystème un peu particulier. Alors déjà, aussi, peut-être toi aussi te reposer la question de Lyon. J'ai bien compris que tu avais fait la Cinéfabrique à Lyon, mais pourquoi décider avec Bruno de rester à Lyon, et pourquoi cette volonté d'ancrage? Et puis, la Butternut, du coup, elle a quand même été née aussi dans cet écosystème de la Cinéfabrique. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été porteuses? Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées? Enfin voilà. Comment tu vis cet ancrage lyonnais et
ce rapport à l'écosystème Cinéfabrique? Alors, pour la question de Lyon, nous, on n'a pas hésité très longtemps. Parce que déjà, l'un comme l'autre, déjà c'était un choix personnel qu'on voulait rester à Lyon. Et en fait, même constat qu'Adrien, en fait, on était bien conscient que des petites sociétés comme nous, à Paris, ça ouvre à la minute. Et on savait très bien qu'on allait tomber dans un milieu de requins et se faire bouffer en 30 secondes chrono. Donc en fait, on s'est un peu renseigné autour de nous. Justement, on a eu des rendez-vous avec des boîtes parisiennes, on a eu des rendez-vous avec des boîtes lyonnaises. Et on a un peu sondé tout ça. Et en fait, on s'est dit, mais la même chose, c'est un choix totalement politique. Notamment que en fait, la Cinéfabrique qui venait d'ouvrir avec le fait qu'on soit la première promo, où en fait, on nous a rabâché pendant 3 ans un discours ultra politisé d'ancrer le cinéma à Lyon. C'était un peu faire un gros doigt d'honneur à notre directeur si on partait à Paris. Et surtout que derrière, en fait, il nous a aidés pour la création de la société. En fait, on est domicilié, notre siège social est domicilié là-bas, ce qui évite que ça soit chez l'un ou chez l'autre. Et en fait, on a eu des bureaux là-bas aussi pendant un temps. Là, ils sont en plein travaux, donc du coup, pour le coup, moi, je suis retournée chez moi. J'ai fait l'inverse. Donc là, je suis personnellement un peu en réorientation. Donc du coup, pour l'instant, je reste chez moi, ça me va très bien. Je me suis fait mon petit truc, mon petit bureau. Et de toute façon, je suis tout le temps soit à droite, à gauche, dans des cafés pour faire des rendez-vous, soit je vais beaucoup bosser avec les auteurs aussi. Enfin, en fait, je suis tout le temps... j'ai mon bureau qui est chez moi, mais je suis rarement chez moi. Donc ça va. Et non, en fait, là, je suis un peu en réorientation aussi. Je pars un peu dans la phase du cinéma d'animation, qui est très implanté en région, pour le coup, plus que peut-être celui de fiction. Et donc, du coup, non, Lyon, pour moi, toute la région, c'est un énorme écosystème qui, rien qu'avec le pôle Pixel, même si je ne suis pas là-bas, je suis tout le temps en lien avec eux. Pierre Triolier est tout de suite venu nous chercher aussi, même si on ne gravitait pas forcément autour. Les connexions se font quand même très facilement et c'est vrai que c'est bien d'être à Lyon, quoi, je pense. Et du coup, juste pour revenir 2 secondes sur cet écosystème de la Cinéfabrique, est-ce qu'il y avait, un peu comme pour le pôle Pixel, d'abord la question du lieu, mais au-delà de ça, est-ce que ça a joué d'autres choses dans le développement de la structure, d'être Oui, là-dedans? les connaissances, le réseau avec les promos d'en dessous. C'est-à-dire que moi, quand je suis sortie, je connaissais les 2 promos d'en dessous, mais après, je connaissais plus personne. C'est pour ça que j'ai un peu créé aussi le projet Écran Rouge avec eux. C'est qu'en fait, ça me permet constamment d'être en relation avec des nouveaux techniciens, techniciennes, réalisateurs, réalisatrices qui viennent de sortir. Et c'est un vivier de jeunes créateurs, la Cinéfabrique. Donc, et puis même au-delà de ça, c'est quand même toutes les semaines, en fait, on changeait de nouveaux intervenants qui sont à chaque fois des professionnels. Ça n'a jamais été des professeurs. C'est tout le temps des professionnels. Donc du coup, en termes de contact, c'est là-bas que ça s'est fait, quoi. Et ça crée de la légitimité d'être comme ça. C'est une boîte qui est née de la Cinéfabrique avec des étudiants de la Cinéfabrique. Est-ce que ça a favorisé un développement? Là, tu dis que tu es en changement de... Non, je pense pas. Non, je pense que ça... oui, ça a favorisé en termes de contact, je dirais. Mais en aucun cas... là, je mets l'accent là-dessus parce que je pense que c'est essentiel. Mais après, j'ai été très vite sortie de la Cinéfabrique aussi. J'ai fait plein de projets avec des gens qui étaient en dehors, qui n'étaient pas du tout issus d'ici, etc. Et donc, beaucoup de copros aussi avec des gens qui ne connaissaient pas du tout la Cinéfabrique. Donc, je pense qu'en fait, ça nous a permis, oui, d'avoir plus facilement accès à des contacts. Mais après, je pense que nous, on n'est pas associés pour autant. Ouais, vous avez pris complètement votre on a pris autonomie, notre autonomie par rapport à tout ça, quoi. Bien que maintenant, en plus, la Cinéfabrique, ils ont une société de producteurs en interne où c'est une société où en fait ils l'ont créée juste après Butternut, d'ailleurs. Ils ont attendu qu'on crée la nôtre pour en créer une à l'école. J'aurais peut-être pas créé la mienne aussitôt.
Mais en fait, du coup, maintenant, il y a une société dans l'école qui s'appelle Cinéfab Prod, mais qui va se renommer Les Films de la Sauvagère, où c'est tous les anciens producteurs, en fait, les anciens élèves producteurs qui peuvent se servir de cette structure pour créer, accompagner des premiers projets, les déposer aux commissions, etc. Et donc, du coup, moi, ça m'arrive de faire des copros avec eux. D'accord. Ok. Une sorte de coprod. Voilà. Très interne. Ok. Tac. Du coup, toi, tu étais revenu sur cette histoire donc, de votre filon du cinéma pop et peut-être savoir un peu tous les deux si vous avez un peu une ligne éditoriale plus ou moins choisie. C'est forcément des fois un peu aussi lié au projet. Mais est-ce que vous avez un angle particulier dans vos envies de cinéma? Tu parlais de documentaire, mais je sais que aussi vous développez de la fiction. Toi aussi, fiction, documentaire, clip, beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quand même une manière de caractériser vos structures ou le vent vous portera? Alors, pas du tout. Non, non, c'est vraiment... j'ai aucune ligne éditoriale. Je sais que ça peut refroidir certaines personnes. À chaque fois quand je le dis, ils sont là, quoi? Comment tu peux pas? Mais en fait, moi, je fonctionne au coup de cœur. Donc, un matin, je peux aimer un documentaire sur partir en voyage en Amazonie pendant 6 mois. Et l'autre matin, ça sera une fiction, science-fiction, film de genre. Je fonctionne vraiment au coup de cœur. Après, Bruno, lui, était plus spécialisé documentaire. Mais après, c'est au feeling. Et pour le moment, j'ai pas envie de me spécialiser. Après, là, je suis un peu en train de me diriger vers l'animation. Donc peut-être que ça sera finalement... mais après, est-ce que j'aurai une ligne éditoriale dans l'animation? Je sais pas encore. Non, c'est vraiment au coup de cœur, au scénario, aux rencontres. Je fonctionne un peu comme ça. Je sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais C'est comme ça. c'est comme ça. Ok. Et pour de votre côté, c'est... Vraiment tout pareil, aucune ligne éditoriale, si ce n'est que on fonctionne énormément par la rencontre. C'est beaucoup plus important que le projet. Comme quand on sait que quand on s'engage, que ce soit pour un projet de cours, un documentaire, n'importe quoi, on va en avoir pour des années de travail ensemble. Il faut absolument que qu'on sache si la relation va bien se passer, si on a véritablement quelque chose à apporter, que de l'autre côté, il va y avoir de l'écoute, et voilà, qu'il y a une synergie qui va se créer, quoi. C'est surtout ça qu'on recherche. Il m'est arrivé de commencer à travailler sur des projets sur juste un pitch et un café, comme vraiment une V10, un scénario très abouti qui est passé par 10 résidences, quoi. Et donc voilà, mais c'est vraiment plus le ou la cinéaste qui prime, je m'en rends compte maintenant. Après, c'est vrai que de par notre parcours très orienté à l'international, on a quand même beaucoup de projets qui sont entre la France et l'ailleurs, je ne sais pas trop comment le dire, mais voilà, notre première production, c'est un documentaire véritablement franco-marocain. On a un court-métrage en développement qui est franco-chinois. On a un projet de fiction qui se tournerait au Maroc. Là, j'ai un projet de court-métrage fiction en copro avec une société égyptienne qui est en cours de négociation. Voilà, il y a plein de... Ouais, ce qui quand même vous caractérise. Si, c'est pas un type de cinéma, mais c'est une certaine modalité de la production, du coup. C'est ça. Modalité de la production, je veux l'entendre, mais je le caractériserai pas comme une ligne éditoriale. Ouais, bien sûr. Voilà, Ouais. parce que j'en ai pas envie. Après, si la réalité dans quelques années est que tous nos projets sont orientés à l'international, peut-être que je m'avouerai vaincu, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que j'ai une ligne éditoriale. Ouais. Alors que vous, pour le coup, c'est peut-être plus précis. Documentaire sur la pop culture. Du coup, est-ce que c'était quelque chose qui était volontaire? Et toi, qu'est-ce que tu penses justement de cette idée d'avoir une éditoriale ou de ne pas en avoir? Moi, je comprends tout à fait le fait de ne pas avoir de ligne éditoriale parce que le producteur et la productrice va d'abord rencontrer une personne avant de rencontrer un projet. Mais après, pour nous deux, donc à la fondation de Delta Rocket, on s'est vraiment retrouvé sur une cinéphilie hardcore. C'est-à-dire que on a tous les deux vu au moins, je sais pas,
on a mangé des films toute notre jeunesse et tout ça. On a tous les deux, on a passé une période où on était à 2 films par jour minimum. Et donc, c'est ça. On a bouffé tout le nouvel Hollywood, tout le cinéma blockbuster des années 80, toute la vague de cinéma hongkongais, toute la vague de cinéma japonais. Voilà, donc c'est quelque chose. En fait, c'est tellement imprégné en nous que on se retrouve le midi pour parler cinéma pop culture. Donc c'est logique, ça en découle que nous fassions des films sur la pop culture. Voilà, donc c'est absolument naturel pour nous d'avoir cette ligne éditoriale-là, comme ça peut être absolument naturel pour une autre société de production de ne pas en avoir, parce que ce qui l'intéresse, c'est avant tout les humains qui vont rencontrer et qui vont leur apporter un projet. Parce que ce que je pense, c'est que ça peut être clivant, ça, mais l'idée, ça vaut rien. Tout le monde a des idées. Tout le monde a une bonne idée, une idée formidable. Tiens, tu connais pas, tiens, je vais te raconter, ça ferait une super série et tout ça. Le problème derrière ça, c'est de savoir écrire son idée et de savoir la vendre. Donc c'est au final avoir une ligne éditoriale, c'est pour nous, même si c'est naturel, c'est moins important que de savoir bosser son idée. Voilà. Alors super, vous gardez Merci. bien vos réactions et après on ira à fond sur toutes vos questions. Ok, donc très bien. Du coup, l'éditorial, mais qui, donc visiblement, ce que vous dites chacun et chacune, c'est que c'est la rencontre qui est au cœur de chaque projet, quoi. Et du coup, ces gens, vous les rencontrez comment ? Enfin, c'est un peu débile, mais c'est souvent un peu la question du côté des auteurs, des autrices. C'est comment on rencontre des producteurs. Inversement, comment vous 15 mails par jour. Ouais. 15 nouveaux projets par jour sur 2 adresses mail différentes. Non, c'est beaucoup, j'en reçois beaucoup, des nouveaux projets qui, du coup, tapent production lyonnaise, et, ou alors, voilà, c'est je sais très bien que c'est des projets qu'ils envoient à plein de sociétés de production. Souvent, du coup, je les fais lire, soit je les lis moi, soit je les fais lire, du coup, à un scénariste qui me fait une fiche de lecture. Et après, je jauge si je veux rencontrer ou pas la personne. Soit c'est des rencontres sur des tournages comme ça dans la vie, où on me propose un café, on me dit j'ai un projet à te proposer. C'est plus comme ça. Voilà. Clermont-Ferrand, les festivals. Alors là, vivier de la rencontre à l'univers. C'est ça. L'univers à Clermont-Ferrand, du coup, bar fort connu. C'est un peu la même. Non, mais elle a tout dit. Ouais, je rajouter les festivals. Je pense également à Valence, le festival des scénaristes, que j'ai fait la première fois l'année dernière, mais que j'ai trouvé très bien, typiquement pour des rencontres. C'est clair qu'en fait, ce qui est bien en festival, c'est que y a on va réutiliser le mot, c'est toute cette émulation, quoi, qui fait que tout le monde est là pour ça. Donc dans n'importe quel contexte, on va rencontrer du monde. Il n'y a pas de souci, quoi, que ce soit en attendant une pinte au bar ou véritablement à une table de réunion avec des créneaux de 30 minutes. Enfin, dans tous les cas. Mais d'ailleurs, c'est des conseils que je donne aussi aux chefs opératrices qui veulent commencer dans le court-métrage et qui en fait me disent mais à chaque fois je galère à trouver des prods ou parce que c'est souvent, en fait, je reçois beaucoup de CV de chefs opératrices et qui galèrent à trouver des réals. Je leur dis mais en fait il faut faire les festivals, et même les techniciens, en fait il faut faire les festivals, parce que c'est là où il y a toutes les rencontres, quoi. Et du coup, là, en plus, vous venez de parler de 2 festivals qui sont à 200 km et 100 km, Clermont-Ferrand et Valence, qui participent effectivement de cet écosystème lyonnais où plein de choses sont à faire, dont tu parlais, plus des festivals à Lyon. Je crois que, je me souviens, je suis plus sûr, mais le festival du film jeune, justement, qui avait été mené par Pierre Triollier, toi, tu y vas
Ouais, moi, je suis invitée toutes les années. Voilà, Mais, c'est ça. non, c'est un super festival qui, pour le coup, ils organisent plein de rencontres en plus. Enfin, c'est assez chouette. C'est vraiment. Je crois qu'ils vont changer de nom parce que finalement, ça va plus être. Il n'y a plus de limite d'âge maintenant. Non, c'est ça. Maintenant, c'est sur la question du premier Voilà, film, c'est la question quel que du soit premier l'âge. film. Voilà, c'est ça. Ouais. Et non, mais ça, et puis le festival de Villeurbanne, le festival de Vaux-en-Velin, enfin, il y en a pas mal dans la région et ça tourne bien. Donc, genre, juste en prenant le métro, on peut aller à un festival. Donc, C'est ça. Et du coup, alors c'est peut-être un festival un peu différent, mais juste pour info, il y a Écran Mixte qui commence le 1er mars et qui est un gros festival de cinéma local. Venons du coup à vos actus, un peu là du moment. Savoir un peu quels sont les projets sur lesquels vous travaillez plus particulièrement, à quel niveau à quelle étape de production vous êtes. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet là sur lequel vous êtes spécifiquement travail? Alors, lundi 6 mars, on a notre prochain documentaire qui paraît sur Paris Première et en replay sur le M6 Replay. C'est un documentaire qui a été fait à l'occasion du 40e anniversaire de l'agence Tourist et c'est plus particulièrement sur Mr. T en tant que première superstar afro-américaine à s'être émancipée de la blaxploitation. Donc ça peut paraître un peu fou comme ça, mais oui, c'était bien lui avant Eddie Murphy ou des gens aussi comme Bill Cosby qui, eux, étaient des acteurs qui jouaient dans des séries à la base pour les Noirs. Là, l'agence Tourist, donc Mr. T, il a réussi à être une superstar plus célèbre que les acteurs blancs qui étaient avec lui dans le show. Et ça nous permet de creuser des sujets société qui nous intéressaient énormément, à savoir le Vietnam et la figure du vétéran au cinéma, la série d'action et ce que ça véhicule à l'époque réganienne, notamment avec la place des femmes qui n'arrivaient pas à en avoir une. Et puis aussi, ça questionne sur, encore aujourd'hui, et notamment en France, la place des acteurs noirs à l'écran, encore en 2023, quoi, j'ai l'impression que c'est totalement libéré aux États-Unis, ça ne l'est pas encore totalement en France. C'est un sujet, c'est-à-dire l'acteur ou l'actrice ne peut pas tenir simplement un rôle, ou alors c'est très récent. Il faut voilà, que encore ce soit quelqu'un d'une ethnie en particulier. C'est assez déroutant qu'on en soit encore là en 2023. Donc on en a profité pour parler de tout ça à travers ce documentaire sur l'agence Tourist. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on nous propose un documentaire sur l'agence Tourist. On peut dire que c'est une série un petit peu bête des années 80. Ben, c'est pas grave. Saisissons-nous de ça. D'abord parce qu'on aime cette série. Et deuxièmement, parce qu'à travers de ça, on peut parler d'énormément de sujets de société et aller creuser beaucoup plus profondément. Donc ça sort lundi 6 mars. Donc tu dis que c'était une commande? Oui, c'est une commande de Paris Première. Ouais, ok. Et du coup, juste pour qu'on ait une idée à peu près du process de production, ils vous commandent ça à peu près quand Combien de temps ça dure à peu près tout ça quoi? Je peux le dire. Ils nous commandent ça en fin d'année 2022 et ça sort le 6 mars 2023. Les process sont assez courts, non? Ouais. Donc ça veut dire faut cravacher. Il faut aller lancer plusieurs trucs en même temps, c'est-à-dire cleaner les droits des extraits, en même temps qu'il faut écrire le film, qu'il faut déjà aller embaucher un assistant monteur pour aller faire du dérochage d'extraits de série, que pendant ce temps-là, il y en a un autre de monteur qui regarde les 96 épisodes de la série. Parce que du coup, Ouais. si je comprends bien, c'est de l'image d'archives avec une voix off et des interviews. Il y a des interviews et des images d'archives. Il y a 9 interviews dans le documentaire. Il fait 52 minutes. Pardon? Parle. Excusez-moi.
les images d'archives, vous devez les éplucher et puis ça 3 mois pour cleaner les droits, ça va être costaud. Et ben, sur un documentaire avec des films américains, il y a le fair use. Donc c'est ici traduit en droit de citation. Et en fait, ça se fait par l'intermédiaire d'un avocat, enfin d'un cabinet d'avocats, qui va dire ça, vous avez le droit d'utiliser parce que vous avez cité la source, c'est proportionné, c'est-à-dire c'est pas trop long, et c'est justifié, c'est-à-dire qu'il y a une voix off qui analyse l'extrait, ou alors il y a un intervenant qui commente l'extrait. Voilà, c'est pas juste, on va pas mettre bout à bout 52 minutes de Apocalypse Now, Platoon, Rambo, juste pour combler notre passage sur le Vietnam, quoi. Voilà, non mais je suis conscient que c'est des délais plus courts que ce qu'on peut imaginer dans le documentaire qui peut parfois prendre 3 ans, 5 ans pour suivre un sujet au long cours, mais il faut voir que c'est pas c'est pas le même c'est pas les mêmes enjeux quand il y a une chaîne qui directement vient vous voir pour vous demander si ça peut vous intéresser, si ça peut coller avec votre ligne éditoriale, de faire un film sur l'agence Touriste ou d'autres qu'on peut faire là courant 2023. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet comme ça qui est sur le feu? Très sur le feu, on part en repérage demain matin à 6h30. Là, on a du coup notre premier vrai... Enfin, j'ai pas envie de dire premier vrai court-métrage parce que c'est pas notre premier court-métrage, on en a fait énormément, mais je dirais que c'est le premier classique où on a le grand chelem, c'est-à-dire une région, une chaîne. On n'a pas le CNC, mais voilà. Et du coup, il se tourne dans 1 mois. Et tu veux pitch le projet? Tu nous dis ce que tu as envie de dire du projet. Bon, je le pitch un peu tous les jours. Je suis vraiment en plein dedans, mais en clair, voilà, c'est une fille qui part retrouver sa mère dans son village d'enfance en Bretagne. Et en fait, au lieu de tomber sur sa mère, elle tombe sur une maison vide. Et en fait, du coup, elle se retrouve à aller toquer chez son ancienne voisine, où en fait, elles vont un peu l'une l'autre se sortir d'une torpeur et de leur quotidien à l'une l'autre. Voilà, c'est la re-rencontre entre 2 femmes. Du coup, là, tu dis que c'est le projet où vous avez le plus de financement, qui ressemble le plus à un film produit un peu à l'ancienne. Enfin, voilà, produit quoi. Produit. Et du coup, ça change. Ça change tout. Ça change tout. Ça change quoi, du coup? Ça change. Déjà, c'est la phase de financement est très très longue. C'est-à-dire qu'on a commencé à écrire ce court-métrage en 2020. On est passé en fin 2020, on a commencé la phase de financement. On a eu la première réponse début 2021. Et donc voilà, ça fait 3 ans qu'on est sur ce projet-là. Les délais sont extrêmement longs, on se prend des portes, on va toquer ailleurs. Auvergne-Rhône-Alpes ne veut pas de nous, c'est pas grave, on va en Bretagne. La Bretagne veut pas de nous, France 3 veut pas de nous, c'est pas grave, on va choper une autre chaîne. Et donc du coup, c'est long. Et puis en plus, quand tu déposes un dossier, le moment où tu déposes le dossier, il y a en général entre 3 et 4 mois d'attente, si ce n'est plus. Donc du coup, en attendant, ton projet, il est en stand-by. Donc c'est long, c'est des trucs qui prennent assez beaucoup de temps. Et en fait, moi, en termes de financement, là, je suis confrontée à la première fois de bosser avec une région où il y a 130% de dépenses obligatoires en région. Donc du coup, derrière, il faut que tu aies beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que même si en soi, le film, tu pourrais le faire juste avec la région. Mais tu as des conditions derrière, comme tu as des conditions aussi de production quand tu as une chaîne qui du coup te préachète le court-métrage. En fait, c'est la première fois que je suis confrontée avec des financements publics, parce qu'à chaque fois, voilà, c'était soit des commandes, soit des créations, soit voilà, notre partenariat avec les Célestins, c'est une coproduction, donc on n'a pas de l'argent de la même manière.
Et à côté, les clips, il y a des demandes de financement au CNC, mais en fait, moi, je suis prod exé sur les clips, donc moi, on me donne un budget, je le fais rentrer et basta, quoi. Enfin, c'est pas la même chose, c'est pas la même manière de travailler. Ok. Et du coup, là, le financement est bouclé ou ça veut dire que là, vous rentrez en production de tournage et il Là, en on manque rentre encore en un petit bout? tournage et il nous manque encore. Ouais. Donc, c'est jamais vraiment fini non plus. Mais là, le problème, c'est que j'ai toqué à toutes les portes qui pouvaient me permettre d'aller en tournage. Et j'ai quand même obtenu une région, ce qui est bien. Et donc, du coup, là, on part en tournage. Par contre, après le tournage, Tu vas pouvoir aller je retaper vais à d'autres portes. retoquer à d'autres portes. Ouais. Donc, Ciné 93, Île-de-France, Mm. l'aide à la musique, la prime à la qualité. Et ça, c'est bien même après, une fois que j'aurai peut-être trouvé ce qu'il faut pour la post-production, c'est l'achat des chaînes. Mm. Mais ça, c'est Ouais. bien Voir après. la vente à l'international. Voir la vente à l'international, parce que ça, c'est même l'achat des chaînes, c'est même après les festivals. Donc là, c'est dans 2 ans, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un projet qui finalement va durer au moins 5 ans, voire plus. voire plus. Mais ça s'arrête jamais. Ça Ouais. s'arrête jamais. Ouais. C'est même une fois que ça a été acheté, des fois, ça peut être repris dans certains festivals. Bien sûr. La mise en festival, Ouais. c'est un. Moi, du coup, j'ai quelqu'un qui m'aide Ouais, sur la spécifiquement diffusion. là-dessus, Ouais. parce que en fait, c'est un taf, mais c'est titanesque, hein, juste la mise en festival. Donc c'est là les différences de temporalité du coup entre 3 mois et 5 l'éternité. Oui, et surtout que c'est un court-métrage, c'est même pas un long-métrage. Hein, Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on j'y serait suis pas sur une encore. durée à peu près de combien de temps à la Grande Louche? Un long-métrage? Non, toi, le court-métrage là, sur lequel vous êtes. Là, il fait 25 minutes. 25 minutes. Ok. Ce qui est déjà une bonne Qui est durée. déjà un court-métrage un peu, ouais. Ouais, un Ouais. court-métrage un peu plus, Ouais. mais c'est la durée nécessaire parce qu'en fait, au-dessus de 20 minutes, en dessous de 30 minutes, au-dessus de 30 minutes, pardon, les festivals, il y a beaucoup de festivals auxquels on n'est pas Ouais. éligible. Ouais. Et surtout pour l'achat des chaînes, ils privilégient les courts-métrages de 20 minutes. Donc du coup, on essaye de rentrer là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Je vais qu'effectivement, à même, je vais partir même du- essayer d'enlever 5 minutes discretos. L'air de rien. La réalisatrice s'en rendra pas compte, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler d'un... Et après, ce sera bientôt à vous de nous poser plein de questions et de réagir. Moi, je vais vous parler du fameux documentaire qui m'a donné l'envie de lancer La Petite Ellipse, qui existe, qui s'est terminé en juin 2022, qui a eu sa première en festival au Fidadoc à Agadir. Là, on est en pleine exploitation de festival, parce que vraiment l'idée, c'était d'implanter le réalisateur sur la scène internationale documentaire. Donc, il a fait le Festival national du film de Tanger, c'est un peu les Césars marocains. Il a fait My First Doc en Tunisie, il a fait Cinéma Med à Bruxelles. En France, pour l'instant, on n'a pas de chance. Le film n'a pas encore été projeté en France, mais on espère que ce sera bientôt. C'est un film qui s'appelle Elbnat. Elbnat, ça veut dire les filles en darija. C'est le dialecte arabe marocain. C'est un film qui suit une équipe de jeunes filles qui jouent au football et participent à un tournoi de football mixte en plein milieu du mois du Ramadan, dans une ville qui s'appelle Khénifra. Khénifra, c'est totalement perdu dans le Moyen Atlas. C'est la ville d'origine de la mère du réalisateur, Karim Apet. C'était une ville qui était très connue pour la prostitution il y a quelques années et qui aujourd'hui est très connue pour le football féminin. En fait, le lien, c'est que les femmes ont toujours eu un rôle très important dans cette ville. L'ascension sociale est toujours passée par les femmes là-bas. Et Karim, c'est son premier film. Lui en tant que réalisateur, moi en tant que producteur. C'était assez émouvant de travailler là-dessus. Et pour son premier film, il voulait faire un film sur cette ville. Il ne savait pas véritablement pourquoi, donc il y est allé un été. Et sa seule idée, c'était de faire un film sur cette ville. Et il a rencontré ses cadettes, joué au foot. Il a vu que toute la ville était au bord des terrains et était impressionné par ces gamines. C'est la seule équipe féminine qui joue que contre des petits mecs. Ça discute beaucoup. Elles sont au cœur de l'attention. Et il s'est dit, c'est comme ça en fait que je vais pouvoir raconter ma mère, que je vais pouvoir raconter les femmes de cette ville et de manière plus globale de la place des femmes dans le Maroc rural, ce qui est très spécifique.
Voilà, donc du fait du sujet, du contexte, de l'arène du film, il y a une nouvelle phase de l'exploitation qui va démarrer là avec le mois du Ramadan qui commence au mois de mars et avec la Coupe du Monde féminine qui commence cet été en Australie en 2023, parce que certaines des gamines qui sont dans le film sont maintenant dans le Centre national de formation de l'équipe marocaine et intégreront l'équipe nationale. Donc il y aura une diffusion télé dans tout le Moyen-Orient. On est en pleine négociation, mais ça devrait se faire via Achark. En France, ça sera via une plateforme de SVOD qui s'appelle Spicy, voilà, qui est spécialisée dans le documentaire. On n'a pas de chaîne pour l'instant. D'accord. Alors du coup, donc on a parlé longuement sur l'estrade de plein de choses, mais sans doute pas de tout. Donc l'idée, c'est que maintenant vous puissiez soit poser des questions, soit juste réagir. Ça marche aussi. Juste la petite règle, c'est qu'on a un micro sans fil. Est-ce que Anthony est dans la salle? Ou Samy, ouais. Est-ce que tu pourras circuler avec le micro? Est-ce que ça marche? Ça marche. Alors, est-ce qu'il y aurait des premières réactions, des premières questions? Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait réagi pendant la séance. Alors, du coup, Samy, juste là-bas. Hop, on te donne la parole. On t'écoute. Bonsoir. Oui, j'ai réagi. Alors moi, j'ai été productrice pendant 10 ans. Maintenant, je suis réalisatrice de documentaires. Et c'est vrai que j'ai réagi pendant sur ce que tu disais sur la ligne éditoriale, parce que... et d'ailleurs, c'est drôle. Je vais me permettre de... Ça m'amuse parce que vous avez une ligne éditoriale hyper marquée dont tu nous as parlé avec passion. Et c'est vraiment un gage de réussite pour moi. C'est vraiment... c'est merveilleux d'avoir une niche. Parce que tu as les mêmes interlocuteurs en face de toi. En plus de ça, tu as eu la voix royale avec un réalisateur qui le connaissait. Et donc, c'est vraiment, à mon avis, la meilleure manière de faire de la prod. Mais quand on n'a pas de niche, quand on n'a pas les contacts, c'est super compliqué d'accéder aux chaînes. Et quand on n'a pas fait des docs, quand on n'a pas montré patte blanche dans certains... Parce que les chaînes sont très segmentées. Donc pour moi, ça me paraît, même si on bosse énormément l'idée, alors ça demande beaucoup plus de temps que d'avoir une niche. D'avoir pas forcément une niche d'ailleurs, mais des spécialités. En tout cas, est-ce que toi, tu avais une niche, par exemple, quand tu dis que tu étais productrice Les films à petit budget. D'accord. Non, mais moi, si, par exemple, tu vois, on a tourné beaucoup avec... Moi, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, ça a été la chaîne normande et KTO. La chaîne Cato. On avait fait des François à RFO à l'époque. Ça dit un peu que voilà. Mais donc des chaînes comme ça. Puis après, j'ai pu basculer sur... je fais toute la France, je fais TV Tour et tout. Mais avec des France 3 à la fin, petit à petit. J'avais pas de niche, mais je faisais Si, sur KTO, tu fais du religieux, par exemple. A priori. Du coup, est-ce que vous voulez revenir un peu sur cette histoire de ligne éditoriale? En tout cas, du coup, je voulais revenir juste. Quelle est la question? Mais parce que tu disais que pour toi, c'était plus facile. Enfin, non, pas plus facile. Ce que tu disais, c'est que tu n'étais pas d'accord sur le fait qu'il fallait une ligne éditoriale, que c'était surtout l'idée. Alors, je suis d'accord avec toi que l'idée, elle est prépondérante, mais quand même, commercialement... J'ai dit le contraire. Alors, vas-y, du coup, redis-nous. redis-nous. Tout le monde en avait une bonne, et c'est pas ça qui est important. Ah bah alors, pardon, j'ai pas compris. En tous les cas, sur cette histoire de ligne éditoriale, malgré tout, pour rester un peu sur ce sujet et revenir 2 secondes là-dessus, donc la tienne est forte, la vôtre est plus flottante. Mais c'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas de jugement, moi je m'en fous. Je ne pose que des questions. Ce que tu dis, en tous les cas, c'est que ça permet de créer des sillons. Et c'est vrai que tu dis, Paris Première vous fait une commande sur la question de la pop culture. J'imagine qu'ils sont venus vous voir pas par hasard, mais parce que vous avez une boîte de prod estampillée. Exactement. Les gens viennent nous trouver parce qu'ils savent qu'avec nous, ils sauront avoir des gens calés sur la pop culture et qui peuvent réagir très vite parce qu'ils ont le carnet d'adresses d'intervenants sur la pop culture et parce qu'ils peuvent écrire très vite sur la pop culture. Après, peut-être que l'autre différence aussi, c'est que malgré tout, et là encore une fois, aucun jugement, ça me paraît factuel, c'est que vous créez du format pour la télé,
du coup, donc avec des entrées thématiques très fortes, là où vous êtes plutôt du côté de la création C'est ça. cinématographique, où c'est plutôt la question du regard du réalisateur ou de la réalisatrice. Non, et puis surtout aussi, vraiment, documentaire et fiction, c'est deux choses différentes. En fait, je dirais que documentaire, il y a des cases, et encore plus quand en plus on a des chaînes et tout qui correspondent. Moi, c'est rarement le cas. Enfin, après, si, il y a, évidemment, il y a une patte Arte, il y a une patte France 3 quand tu proposes un court-métrage de fiction. Par exemple, enfin voilà, France 3, c'est les films de femmes sociales, etc. Arte, ils sont à fond film de genre, il faut que ça soit comédie musicale. Enfin, ils aiment le petit truc un peu pétillant. Donc du coup, ils ont quand même leurs pattes, mais il y a moins, je pense, cette case que quand il y a des commandes télé. Je pense. Ok. Est-ce qu'il y aurait une autre question, intervention? Oui, là, on a une main qui se lève juste là. Ah, il y en a une autre là. Hop, et après, il y en aura une juste là. Alors, je pense que le micro est éteint. Il faut l'allumer jusqu'au bout. Super. Non, juste pour revenir un petit peu sur les financements, qui est quand même une grosse partie de vous en tant que métier de producteur. Comment justement vous réussissez à vous positionner ou en stratégie pour essayer d'avoir du CNC de la région et éventuellement aussi vis-à-vis des diffuseurs. Ça, c'est ma première question, mais l'autre en découle. Louise, tu disais que tu recevais 15 projets. J'ai l'impression que vous êtes à peu près 2 ou 3 dans vos sociétés de production. Combien de projets financés par an vous avez en moyenne? Voilà. Alors, vaste question des financements. Oui, les financements. En fait, il y a une stratégie à avoir. Évidemment, le grand chelem, comme on l'appelle, c'est CNC Région Chaîne. Mais je dirais que en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, de plus en plus, les commissions sont bouchées. Il y a de plus en plus de demandes pour moins de sous. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Et puis surtout que, en fait, moi, j'ai fondé ma société il y a 4 ans. Je suis personne, je ne suis pas connue. Et c'est marrant, on en discutait tout à l'heure avec Adrien, où en fait, là, ça fait certaines commissions qu'en fait, on n'arrête pas de me dire « Ah, on attend un peu que vous fassiez vos preuves, c'est votre premier projet. » Mais en même temps, ils sont là « Ah oui, c'est bien, vous êtes jeune, vous avez la niaque. Hein. » Mais du coup, en fait, on ne donne pas parce qu'on ne me connaît pas. Mais en même temps, il faut bosser. Mais on trouve ça sympa. Mais on trouve ça sympa. C'est bien, vous êtes jeune. Merci. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où moi je sens beaucoup la différence avec le fait que je sois lyonnaise, que j'ai rien fait avant. Enfin, je suis sortie de l'école, j'ai fait directement ça. J'ai pas fait 10 ans d'assistanat de boîte dans une grosse société, donc je suis pas partie avec les contacts. Et ça, maintenant, en fait, je commence à m'en rendre compte quand j'en parle autour de moi avec d'autres sociétés, parce que des sociétés qui ont la même grosseur que moi, et en fait, ils en sont à leur je sais pas combienième de courts-métrages financés, etc. Et je leur demande, et ils me disent, bah ouais, mais nous, on a bossé pendant 10 ans au film du Poisson. Donc derrière, ils partent avec un avantage. Je pense qu'il y a ça, en fait, c'est vraiment, il y a un truc aussi de réseautage dans les commissions qui existe et qui est là. Oui, et là, on parle vraiment d'un financement très particulier, que le financement du court-métrage. En France, il n'y a pas énormément de solutions en fait. C'est parce que le court-métrage n'est pas une industrie. Il n'y a pas d'exploitation du court-métrage. Il n'y a pas de rentabilité. Il n'y a pas de rentabilité. Donc effectivement, tous les projets sont financés à 80% par du financement public, 20% par du financement privé. Et encore souvent, c'est un peu triché. On triche sur les plans de financement pour y arriver parce qu'on n'a pas de fonds propres. Donc voilà. Et les chaînes de télé sont frileuses, à part les 3 grosses qui, eux, ont des conditions de préachat intéressantes. Ensuite, dès qu'on est sur des chaînes locales, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Même OCS, c'est compliqué de financer un film juste avec OCS. Bref. Après, sur, par exemple, le documentaire, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question très vite, est-ce qu'on fait un financement cinéma, est-ce qu'on fait un financement audiovisuel, sur quelle convention on va aller, est-ce que ça va être un
film qui va partir d'un financement d'une chaîne et dont on va dépendre, où on se dit qu'en effet, on va demander l'agrément des investissements et là, aller chercher des différents guichets. Enfin, là, c'est vraiment toute une stratégie à avoir très en amont, dès le moment de la conception du projet avec le ou la porteuse du projet. J'ai l'impression de m'être emmêlé complètement les pinceaux et de m'être lancé dans un truc Non. titanesque. Bah pour l'instant, moi, c'est simple, c'est à peu près 0,1 quoi. Le documentaire, je l'ai financé avec des bouts de ficelle. On a fait énormément avec des fonds propres, une résidence à la post-production qui s'appelle Périphérie, qui est financée par la Seine-Saint-Denis. On a une bourse de la SCAM, voilà. Mais ça s'est fait avec de l'huile de coude, de la passion et pas d'argent. Et là, j'ai un premier film en post-production, court-métrage fiction, qui a eu l'aide à la post-production de l'Île-de-France. C'est la première fois qu'on voit de la couleur de l'argent sur ce projet. Ça va me changer, hein. Mais pour l'instant, je ne sais pas combien, parce que j'ai eu, on parlait du temps, des temps de réponse. J'ai déposé un dossier en septembre, j'ai eu une réponse affirmative au mois de novembre. Et là, je dois attendre fin mars pour avoir un chiffrage, donc savoir combien je vais avoir. À partir de là, en fait, j'ai eu le oui en novembre, donc on me dit qu'à partir de novembre, j'ai le droit de faire des dépenses. Parce qu'en fait, il faut que je finisse le film pour novembre 2023, par contre. Mais sauf que tu sais pas combien, quoi. Sauf que je sais pas combien. Et sauf que moi, ma conseillère BNP, là, elle est pas contente, quoi. Donc, non, c'est... Enfin, en court-métrage fiction, des projets très bien financés, c'est très difficile. Il y en a quand même peu. Il y a peu d'élus. Ouais. Donc, les 15 projets qui arrivent dans la boîte mail par jour, déjà, toi, tu dois, comme moi, dire souvent non. Et derrière, je ne sais pas quelle est la proportion de films qui existent sur le papier qui vont exister en film réel, mais le pourcentage est sûrement très très bas. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de... Moi, il y a pas mal de films que je lance en développement, qu'en fait, on part pas en financement, qui se font pas forcément. Ou alors qu'on commence le financement et en fait, on se fait retoquer partout, donc on laisse tomber. Il y en a pas mal, hein. Donc je dirais là, vraiment, en 4 ans, le court-métrage qu'on va faire là, c'est le premier où j'ai une région. Et après, à côté, c'était des copros, donc du coup, est-ce qu'on peut dire que... oui, en soi, oui, j'ai eu les financements aussi grâce parce que j'étais dans les dossiers de financement de la copro. J'ai eu plus le CNC en faisant des clips que en faisant des courts-métrages. Ouais. Et pourtant, je dépose à toutes les 2-3 commissions. Donc, je dépose au CNC 2-3 fois par an. Parce que justement, j'ai l'impression que peut-être l'une des pistes, c'était la diversification. Vous l'avez vachement fait avec Écran Rouge, du coup, Les Célestins, où là, on est sur de la commande, mais qui reste un espace de création, et le clip, quand même, beaucoup. Toi, tu dis que c'est la fiction qui vous intéresse, mais vous avez aussi du côté du documentaire. Est-ce que ça fait partie de vos axes stratégiques, justement, cette question de la diversification ? Oui, nous, depuis le départ, documentaire, fiction, on a de l'intérêt pour les deux. Là, nous, c'est vraiment le lancement de la partie coproduction internationale qui est une nouvelle idée pour essayer de... Parce que c'est totalement différent, ça va être des projets qui vont être bien plus aboutis, dans lesquels on va moins s'investir artistiquement, parce qu'on va arriver bien plus tard dans toute l'opération. Le jeu, c'est des coproducteurs minoritaires français, et justement d'aller récupérer une chaîne, un soutien possible en région. Voilà. Ça va être une nouvelle piste pour nous pour essayer de débloquer des projets, se faire un catalogue et en fait se faire reconnaître, parce qu'en effet c'est très difficile c'est très difficile d'avoir le premier projet. Et ça, c'est vrai pour une société de production, c'est vrai pour un ou une cinéaste en fait. Le premier projet, c'est un cap très difficile à passer. Et derrière, il faut espérer que ça fasse effet boule de neige. Mais en tout cas, il ne faut jamais abandonner. Si ça ne fonctionne pas, il faut aller sur le prochain. Il faut écrire le prochain, il faut essayer de financer le prochain. Voilà. Et du coup, par exemple, toi, sur le premier film, parce qu'effectivement, c'est souvent une vraie question, le premier film pour un prod ou pour un cinéaste. Vous, le premier film, du coup, c'était sur One Piece, c'est ça ? Et du coup, est-ce qu'il a été soutenu par des financements publics ou on était dans un autre cadre économique
Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vraiment le lancer Non, c'était un autre cadre. C'était le seul qui a été produit de cette manière. C'est-à-dire que la chaîne a entièrement financé le documentaire. Aujourd'hui, on est sur des choses où voilà, à chaque fois, je fais des dépôts CNC, des dépôts FACAM, des aides. Donc ça, c'est la région. Ça, c'est un fonds Oui, régional. la région, c'est le dépôt régional. D'ailleurs, je dépose que en région Rhône-Alpes. Voilà. C'est peut-être un tort de ma part. Je devrais peut-être aller chercher des financements ailleurs, mais c'est la besogne que je me suis imposée. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire Parce que pour nous, c'est facile d'avoir 130% de dépenses en Auvergne-Rhône-Alpes, vu que notre société de production est en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va pouvoir avoir des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, une monteuse en Auvergne-Rhône-Alpes, un réalisateur Auvergne-Rhône-Alpes, un directeur de prod en Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça. Donc en fait, c'est hyper simple pour nous de faire des 130% de dépenses. Et on est hyper légitime en ça de demander l'aide à Auvergne-Rhône-Alpes. On fait réellement vivre le tissu de techniciens de la Rhône-Alpin. Voilà. Pas Auvergnat. On n'a pas désolé, on n'a pas d'Auvergnat dans notre team. Mais sur le premier documentaire, c'était là aussi une commande et la chaîne nous a versé l'intégralité des sous et c'était aussi parce que voilà, c'était un peu particulier, la façon de le produire, c'était un peu un cas particulier. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne normalement. Donc contre-exemple, le premier film. Ok, d'accord. Il n'y a que des contre-exemples, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres réactions? Il y avait une main qui s'était levée juste là. Question un petit peu spécifique et pas du tout intéressée. Quelle est votre stratégie, on va dire, en tant que producteur par rapport à la création musicale pour vos différents projets en termes de collaboration et puis idéalement de financement, notamment des compositeurs, compositrices et musiciens, studios, tout le tralala. Barème CNC. Ouais, c'est ça. Hein. Notre stratégie, c'est le barème CNC. Non, mais de toute façon, il n'y a qu'une seule aide à la musique qui existe en France. C'est l'aide du CNC, c'est l'aide à la musique. Donc non, en court-métrage, idéalement, c'est bien financer ton film et après, tu as toujours une partie assignée à ça. C'est-à-dire que ton premier devis, tu le fais au tout début quand tu vas partir en financement. Évidemment, tu le surgonfles pour avoir 10%. Mais du coup, tu as toujours ta partie affiliée à ça. Et en fait, malheureusement, pour l'aide à la musique, il n'y a plus. Avant, il y avait la SACEM qui donnait un peu, mais maintenant, ils ne donnent plus aux sociétés de production. Des fois, il y a des aides un peu ponctuelles. Par exemple, pour des festivals, je sais qu'il y a le festival de Marseille. Musique et je sais plus comment il s'appelle, cinéma, musique et cinéma, qui avait fait un appel à un projet à un moment par rapport à ça. Donc des fois, eux, ils font des aides, mais après, sinon... alors, sur mon cas particulier, donc le documentaire de télévision, j'ai un barème au CNC de bonification. Pardon ? Pas du tout. C'est donc, le CNC dit, vous pouvez avoir tant de bonus CNC si vous payez convenablement votre compositeur. Donc le compositeur, il est payé convenablement et on s'y retrouve en aide CNC. Oui, mais du coup, ça c'est que quand tu as une chaîne. Oui, c'est ça. Oui, j'ai un diffuseur. Oui, donc, Mais en fait, c'est pas quelque chose qui peut être barémifié. Je peux dire en court-métrage, malheureusement. Et oui, non, mais je sais bien que c'est mon cas particulier. Après, sur les aides à la création musicale, oui, comme tu dis, c'est sélectif. Il n'y en a qu'une. Voilà. Il y avait d'autres mains qui s'étaient levées par là. Oui. Bonsoir à vous.
Petite question, enfin j'ai 3 petites questions en fait. Du coup, pourquoi vous continuez à faire des courts-métrages? Non, super métier. Hein. Quelle est la raison qui vous pousse à continuer de réaliser des courts-métrages si ça rapporte peu? Ensuite, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Personnellement, voilà, je voudrais savoir. Et la troisième question, ah oui, un pourcentage pour savoir une petite ordre de grandeur sur le nombre d'abandons, un pourcentage d'abandon de projet. Voilà, j'aurais aimé ça. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Tu parles financièrement ou tu parles à la hauteur d'une vie? L'amour, Les tout deux, ça. c'est incroyable. Très belle question. J'adore. Je voudrais que vous répondiez aux 2 questions aussi. Je me lance. Pourquoi on fait du court? Moi, je le fais pour la simple et bonne raison que j'ai envie de passer du court au long avec des cinéastes avec lesquels j'ai travaillé depuis le départ. C'est comme ça que je vois les choses. Et surtout, pour moi, ce serait complètement déraisonnable avec mon expérience de me lancer dans un long. Enfin, je sais que ça n'aboutirait... Enfin, que c'est irréaliste. Je me ferais démolir en commission. Enfin, il y aurait aucune chance et il n'y aurait même aucune logique. Parce que pour moi, voilà, un long, c'est un si gros travail. Il y a besoin que la relation avec entre le cinéaste et le producteur soit déjà forte, je trouve, avant de se lancer face à un chantier pareil. Ça, c'est la première raison. Ensuite, quel est le pourcentage comment on gagne de l'argent? Qu'est-ce qui vous rapporte? Moi, concrètement, avec la petite ellipse, je me suis jamais payé encore. Là, pendant 2 ans, je touchais le chômage que j'avais avec mes anciens postes d'assistant de prod où j'étais en CDD. J'ai enchaîné un nombre de CDD pas possible, qui m'a permis d'avoir le chômage. Là, maintenant, depuis 8 mois, je travaille pour 3 sociétés de production en parallèle de la petite ellipse, en intermittence. Je fais des missions, je fais des dépôts, je réécris des dossiers documentaires. Voilà, et je touche des droits d'auteur parce que je suis romancier également. Voilà. Et la dernière question. Le pourcentage de projets abandonnés, mais pour l'instant, aucun. Mais parce que je l'ai déjà dit, je suis hyper têtu, mais il y en a quand même 2 où ça sent très mauvais. Voilà. Merci, Louise. Je vais faire à l'inverse, je vais remonter les questions. Pourcentage d'abandon, je n'ai pas de pourcentage, mais sur 4 ans, j'ai dû en abandonner une dizaine. Sur 4 ans. Et il n'y en a qu'un qui a été vraiment là où il est. Mais, non, il n'y a pas que ça. Mais après, pareil, je ne me paye pas. Je ne me suis jamais payée. Je suis intermittente du spectacle à côté. En fait, je fais des films en régie pour me faire des heures ou assistanat de prod. Et en fait, moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, là, je me réoriente. Je fais une formation en chargée de prod dans l'animation pour Butternut, pour possiblement faire de la prod d'animation. Mais aussi moi, personnellement, parce que je sais que c'est des postes qui recherchent, que dans la région, il y en a. Et que, en fait, j'en ai marre du plateau. J'en ai marre de la fiction. Voilà. Et pourquoi tu fais du court-métrage ou pourquoi tu as eu envie d'en faire Pourquoi j'ai eu envie de faire du court-métrage? Parce qu'en fait, pour moi, j'adore ce modèle, ce modèle-là, j'adore le court-métrage. Je trouve que c'est extrêmement compliqué de raconter une histoire en court-métrage. C'est généralement beaucoup plus compliqué de raconter une histoire en 30 minutes qu'en 1h30. Et sauf qu'en France, malheureusement, c'est un peu une des raisons pourquoi je veux changer aussi, c'est qu'en France, il n'y a aucune visibilité des courts-métrages. À une certaine époque, on les voyait avant les films, ils avaient plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est très compliqué, il y a une compétition énorme. Et en fait, beaucoup trop. En fait, en France, il est encore trop perçu comme un tremplin pour passer au long. Évidemment, moi aussi, j'ai envie de passer au long avec ma société. Et comme tu dis, c'est évidemment la relation avec ton auteur. Tu vas d'abord faire un court-métrage, voir si ça fonctionne, et puis après, tu passeras au long. Avant d'être un producteur chevronné et vraiment faire que du long. Mais en fait, c'est vrai que le court-métrage, encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'en vit pas. C'est qu'il y a rien, en fait. On galère déjà à trouver
une enveloppe pour faire le film. Donc en fait, le premier truc qui saute, c'est nos salaires, c'est le peu de marge que tu pouvais avoir pour la société, ça saute aussi. Donc moi, ma société, elle vit grâce à la prod Exé, donc les clips, les commandes, les pubs, voilà. Et à côté de ça, l'intermittence. Ok. Et enfin. Merci. Je ne fais pas de court-métrage et je ne veux pas produire de court-métrage parce que c'est à pure perte. Voilà, sauf cas exceptionnel. Et après, j'en ai fait en tant que technicien et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas meilleurs que le reste. Donc souvent, on s'engage dans des courts-métrages parce qu'on croit en la vision d'un auteur ou d'une autrice et que ça va être formidable et tout ça. Franchement, j'ai vu des histoires bien mieux racontées dans des pubs pour des pizzas que dans des courts-métrages. Ouais, mais ça, il y a un truc de financement aussi. Enfin, il y a vraiment, en fait, moi je trouve que quand on arrive à mettre les moyens et qu'on arrive à faire un bon court-métrage produit, il peut être tout aussi bien qu'un long-métrage de 1h30. Et moi, je pense sincèrement que... Enfin, je te rejoins pas trop sur la question où, en fait, un court-métrage, c'est vraiment un genre à part entière. Et je pense qu'aujourd'hui, on le prend trop comme un prémisse, un truc d'école encore, que tu fais à la sortie de l'école, alors qu'en soi, s'il est bien exploité et s'il est bien financé, il peut avoir des vraies petites bombes. Enfin, rien que Clermont, cette année, il y a eu des pépites. Le bon court-métrage peut être possible. Alors, je ne fais pas de court-métrage aussi parce que ce serait un cas particulier dans notre société de production, en fait. Et je trouve que c'est un métier à part entière et qu'une société de production, si elle veut faire du court-métrage, alors elle doit donner la majeure partie de son temps à faire du court-métrage parce que les moyens de production et de financement du court-métrage sont si spécifiques. Alors du coup, par rapport aux questions, donc avec combien de projets Je vais continuer sur la deuxième question, c'est la rémunération, qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Ce qui vous rapporte le plus humainement et financièrement, puisque vous n'y avez pas répondu, allez-y. Humainement, c'est que... Qu'est-ce qui me rapporte le plus humainement, pour pas être vulgaire? Non, mais c'est en fait, j'en ai marre de faire des films pour les autres, absolument, et j'avais envie de faire des films avec les autres, en étant producteur. C'est pas un film de mon nom, mais je me sens quand même un peu plus pris dans le processus et créatif et de reconnaissance aussi, parce que voilà, on en a besoin de ça. Moi, je viens de la régie. La reconnaissance dans la régie, on n'en a pas beaucoup. Par contre, ouais, on nous remarque quand ça se passe mal. Et puis financièrement, ce qui nous rapporte, c'est dans le devis, en fait, pareil que mes camarades, c'est-à-dire la marge, c'est la marge producteur, c'est la première chose qui pète quand on n'arrive pas à boucler son financement, parce qu'on ne va pas payer les techniciens au rabais ou quoi. Donc ce qui est important, c'est de valoriser dans le devis son salaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se payer sur la marge producteur. La marge producteur, si on en fait, on va s'en servir pour développer de nouveaux projets. Mais en revanche, dans le devis, on va deviser des semaines de directeur de production, de chargé de production, ce genre de choses. Et enfin, sur les abandons, je dirais que c'est sur la masse de projets qu'on a pu recevoir, je dirais que c'est 80%. Voilà. Ça peut paraître beaucoup, mais il y a eu énormément d'écritures qui ont été faites. Et de toute manière, quand un auteur vient me voir, je lui dis c'est super, j'ai bien aimé ton projet, est-ce que tu en as 3 autres? Parce que en pourcentage, au moins tu en as peut-être un qui va se faire. Ok. Est-ce qu'on aurait une ou deux dernières questions? Ouais, là il y a une main qui se lève. Bonjour.
Je voudrais savoir quelles sont vos attentes par rapport aux auteurs concernant leurs recherches, en particulier les recherches sur les personnes handicapées mentales et dotées de conditions mentales spécifiques. Et quel est votre avis par rapport à des séries comme Mental, diffusées sur Netflix, qui constituent une véritable insulte envers ces personnes-là? Et quelle serait votre ligne éditoriale future en tant que justement nouvelle génération de producteurs pour modifier la trajectoire déviante envers laquelle le cinéma mène le peuple en tant que, concernant le jugement envers les personnes handicapées? Quelles sont pour vous la nouvelle manière de présenter ces personnes comme des personnes intégrables et non pas comme des personnes sujettes à de la comédie ou à des blagues, plus à des choses sérieuses, quoi. Est-ce que vous avez l'optique de... Alors du coup, on va essayer de prendre cette question peut-être en la globalisant un peu. Effectivement, sur ce genre de sujet de société ou de manière qu'on a de représenter certaines catégories de la population. Tu nous parlais notamment de la série Agence Touriste et les acteurs noirs. Est-ce que vous avez un regard sur ce genre de choses? Effectivement, l'articulation entre produire des films et réagir au débat public, etc. quoi. Est-ce que vous avez surtout conscience de l'effet que le cinéma peut avoir sur la société tout entière? C'est ça la question. Je pense qu'on est conscient qu'en tant que producteur, on a une place énorme à jouer là-dedans. Et ça se joue effectivement sur les futurs films qu'on produira. Et je pense que c'est une question qui est très importante et après qui est propre à chacun. J'ai pas du tout vu la série Netflix dont vous parlez, mais je sais que moi, je suis très attachée à la place des femmes sur les tournages aussi. Enfin, quasiment 80% de mes plateaux sont entièrement féminins. Et Là, on parle pas de féminisme. Bien sûr, mais je vous parle de la globalité d'une question politique, en fait, de notre place. Évidemment, en fait, on a des choix énormes à faire. Donc, du coup, nos choix se tournent vers... c'est important on porte notre voix aussi là-dedans. Est-ce que toi, Adrien, il y aurait un... Non, mais ce que je pourrais rajouter, c'est... vous voyez donc un peu les sacrifices qu'on fait en fait pour faire ce métier. On le fait aussi parce qu'on est des gens engagés. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion ou discuter ou rencontrer un cinéaste qui avait envie de traiter de la sujet du handicap. Ben, on pourra discuter. Voilà, ça sera. Et moi, ma première question, ça va être, parce qu'on parle de la place des femmes, la question de la légitimité pour un projet chez le producteur, elle se pose tous les jours. Moi, par exemple, je travaille sur un projet documentaire autour du viol d'une réalisatrice en particulier. Ça a été une véritable question qu'on a eue, elle et moi, pendant plusieurs semaines sur est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que le fait que je sois un homme pose problème ou pas? Ça, c'est des questions, à chaque projet, on va se les poser. Et je pense que en fait, le métier est en train de changer, effectivement. Je l'espère, en fait. Là, je parle un peu en prophète. Ouais, c'est exactement, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a de belles avancées. Le sensei qui... La question de base, c'était quelle recherche au niveau scientifique vous attendez de la part de vos auteurs? Alors, recherche scientifique, ouais, non, aucune. En fait, moi, ce que je vais rechercher principalement, c'est peut-être plus l'intention. Pourquoi la personne a envie de traiter de ce sujet-là? Qu'est-ce qui est important pour elle quand elle a envie de raconter l'histoire d'un personnage qui a un handicap en particulier? C'est ça qui va m'intéresser plutôt que la recherche scientifique. Juste, pardon, il faudrait que vous parliez dans le micro et peut-être on va peut-être pas partir en débat. Oui. Est-ce que vous voulez réagir encore Non, mais c'est juste si l'intention de l'auteur n'est que de véhiculer un seul genre de schizophrénie, alors qu'il en existe que plus de 7. Est-ce que vous allez faire comme tous les autres producteurs en tant que génération de producteurs, nouvelle génération de producteurs,
et choisir le cliché du schizophrénique qui a des hallucinations et qui est ridiculisante pour les autres ou pas, quoi. C'est ça la question. C'est peut-être, j'entends la nature la question, mais c'est peut-être trop spécifique. Voilà, il faut qu'on reste sur des questions qui sont plus globales. Enfin, à moins que vous ayez un avis très précis sur cette question. Non. Ok. Je vous propose une dernière intervention. Ouais. Et ben, on va passer à toi. En fait, je pense que, je me permets, mais je pense que la question globale, c'était de savoir quel est votre travail avec les auteurs, à quel point vous vérifiez les informations. Parce que oui, ils ont une intention et ils ont une vision, et effectivement. Mais bon, là, il parlait de l'handicap, mais ça peut être n'importe quel autre sujet. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même faire un peu de fact-checking. Donc c'est juste quel est votre travail à ce niveau-là, comment faut vérifier quand même. Ouais. Peut-être que tu pourrais parler justement des documentaires que tu as fait, où j'imagine qu'à la question, la question de la recherche, la question de la vérification, peut-être qu'elle se pose pas mal dans tes projets. Le fact-checking, moi, ça m'obsède. C'est un truc, je veux dire, et recouper l'information par plusieurs sources. Pas prendre comme argent comptant ce que me dit mon auteur. Ça c'est très intéressant. Parce que, en fait, là, ça va être du cas particulier. Vous pourrez expliquer peut-être aussi votre point de vue là-dessus. Mais quand on fait du documentaire, on est censé proposer un programme sachant, quelque part. Alors, c'est pas... on va vraiment différencier le reportage du documentaire. Le documentaire, on est bien d'accord que c'est de l'information anglais. Ça veut dire qu'il y a quand même le point de vue d'un auteur avec son intention. Et là, c'est politique. C'est politique parce que l'auteur, il a ses convictions, son sens du curseur, du social, tout ça. Mais si j'accepte de travailler avec un auteur, une autrice en particulier, c'est pas pour lui imposer mon point de vue politique. En revanche, il est de mon devoir d'aller fact-checker tout ce que celui ou celle aura pu écrire. Voilà pour mon point de vue là-dessus. Okay. Est-ce que c'est des questions qui se posent de votre côté ? En fiction, c'est un peu la même... Enfin, c'est pas vraiment exactement la même chose, parce qu'en fiction, du coup, tu as la vision de l'auteurice, et généralement, ils viennent avec leurs idées, et souvent, c'est des sujets qui leur sont propres, donc ils connaissent un peu leur sujet. Et dans le cas où... après, moi, je fais toujours extrêmement confiance à la vision qu'il ou elle aurait, mais après, c'est vrai que, imaginons, je sais pas... je dis un exemple comme ça où il y a une autrice qui est en train d'écrire un film sur une infirmière. Elle a jamais mis les pieds de sa vie dans un hôpital. Évidemment, je vais lui demander de checker, de se renseigner, de rencontrer des gens concernés, etc. Mais ça, c'est vraiment spécifique à la fiction où les recherches, elles se font en amont et en fait, ça se développe tout au long de l'écriture. Et moi, ça m'est arrivé, rien à voir, j'étais technicienne, mais ça m'est arrivé de tourner dans un hôpital néonat. Et du coup, on avait 4 infirmières qui étaient là tout le temps avec nous et qui nous disaient « Ah non, elle ferait pas comme ça, machin ». Donc du coup, ça se passe aussi même sur le tournage. Là, c'est cas spécifiques où c'est des métiers, voilà, mais pour des cas qui seraient un peu plus spécifiés, évidemment, il y a toujours des recherches qui sont je pense. Oui, je suis d'accord. Et toutes les fois où, en tout cas, une personne arrive à m'intriguer avec un projet, généralement, c'est qu'elle est animée par ce projet, qu'elle a véritablement un point de vue très fort dessus. C'est là, en fait, la personne arrive à se démarquer. C'est qu'on sent qu'elle est sincère avec son sujet et qu'elle va véritablement avoir quelque chose à dire qui est authentique et réel, et surtout que le public, donc nous, le producteur, c'est le premier public du projet d'une certaine manière, va réussir à s'identifier, va réussir à y croire et qu'il va effectivement y avoir de l'émotion avec ce film-là. Après, moi j'avoue, pour l'instant, je suis jamais tombé sur un projet où j'ai eu le sentiment d'avoir véritablement besoin de fact-checker des choses, parce que je suis pas dans des projets où il y a des informations très précises. Voilà, on est beaucoup plus dans l'humain, et l'humain, ça se fact-check pas, quoi. Je trouve. Mais voilà. Je trouve que c'est une très belle phrase de conclusion. L'humain, ça ne se fact-check pas.
Voilà. Merci beaucoup vraiment pour vos paroles, vos parcours, vos échanges. Merci aussi à vous de toutes ces questions et d'avoir été aussi attentifs. C'est très agréable. La soirée n'est pas terminée. Le bar va se rouvrir et on pourra continuer à discuter entre nous, avec vous, etc. Juste vous dire du coup, donc, il y aura a priori un dernier rendez-vous Regard Croisé qui devrait peut-être avoir lieu en juin, mais les choses ne sont pas encore tout à fait calées. On vous tiendra au courant. Et puis voilà. Et merci beaucoup. Et puis on continue juste après au bar. Merci.